Bienvenue. On s'est probablement tous déjà retrouvés devant un paquet de café en se disant « Sérieux? Pour ce prix-là ?» Aujourd'hui, on va justement décortiquer ça, on va comprendre pourquoi certains grains valent leur pesant d'or, et surtout, on va voir comment, avec quelques astuces toutes simples, on peut transformer la tasse du matin en une véritable expérience. Alors voilà, on entre dans ce qu'on appelle la nouvelle vague du café. Et la première chose qui saute aux yeux, bien sûr, c'est le prix. Alors, autant poser tout de suite la question qui fâche. C'est la question centrale, non? Comment un produit qu'on boit tous les jours peut soudain atteindre le prix d'un produit de luxe? Eh bien, la réponse est dans un monde de détails, de rareté et de savoir-faire. Petite précision super importante, quand on parle de ces cafés, on ne parle pas des trucs un peu gadgets, comme le fameux café digéré par des animaux. Non, on va s'intéresser au vrai luxe, celui qui est dans la tasse. Le terroir, la variété du grain, le soin apporté à sa transformation. Bref, le choix des connaisseurs. Donc, pour résumer, c'est ça le secret. Rareté, traçabilité totale, de la ferme jusqu'à la tasse et une production artisanale. Ce sont ces trois piliers qui justifient la valeur de ces cafés d'exception. Allez, maintenant, on part en voyage. On va faire un petit tour du monde des grains les plus connus pour voir concrètement ce qui se cache derrière ces noms parfois un peu intimidants. Premier arrêt, le Panama, avec le fameux Disha. Lui, c'est un peu la superstar des cafés. Imaginez une tasse qui ne sent pas juste le café, mais qui a des arômes de jasmin, d'agrumes, une complexité incroyable. C'est sa rareté et ses titres de champion du monde qui en font une icône. On continue avec le Jamaican Blue Mountain. Ça, c'est le luxe plus classique, tout en douceur, très équilibré, quasiment sans amertume. Son prix, c'est une équation simple. Une production minuscule sur des montagnes bien précises et une demande énorme, notamment du Japon qui en raffole depuis des décennies. Direction l'Éthiopie, le berceau du café. Le Yirgacheffe Grade 1, c'est la pépite. Il offre un rapport expérience-prix absolument incroyable. C'est une porte d'entrée parfaite dans le haut de gamme, avec ses arômes typiques de fleurs et de thé noir, sans pour autant se ruiner. Les micro-lots colombiens, c'est encore autre chose. On est dans l'ultra-personnalisation. Chaque lot vient d'une toute petite parcelle et il est quasi unique. Les profils changent tout le temps, ce qui offre une expérience vraiment exclusive à chaque paquet. Au Costa Rica, on innove beaucoup, notamment avec le honey process. L'idée, c'est de laisser un peu de pulpe sucrée sur le grain pendant le séchage. Ça le confie naturellement. Résultat, une tasse incroyablement douce avec des notes de miel, de fruits bien mûrs. C'est une technique qui cartonne en ce moment. Et enfin, il y a la catégorie Cup of Excellence. Là, ce n'est pas une origine, c'est un label, une récompense. Ce sont les cafés qui ont gagné des concours et qui sont vendus aux enchères. Ici, le prix est directement lié à la qualité, mesuré de façon objective par un jury international. C'est la garantie d'avoir un café exceptionnel. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour ressentir ces différences chez soi? C'est là que ça devient vraiment intéressant. On va passer du mode « je bois mon café » au mode « je déguste mon café ». Et c'est beaucoup plus simple et amusant qu'on ne le pense. Pas besoin d'un laboratoire de chimie, promis. Une simple cafetière filtre, une bouilloire, une balance, et ça suffit pour commencer. Le point le plus important, et qu'on oublie tout le temps, c'est l'eau. Une eau filtrée ou en bouteille avec peu de minéraux, c'est crucial pour ne pas masquer les arômes. La méthode, c'est un jeu d'enfant. D'abord, on sent. On plonge le nez dans le paquet, puis dans la tasse une fois que l'eau est versée. Les odeurs changent complètement. Ensuite, on goûte. On cherche l'acidité. Est-ce que ça picote comme un agrume? Le sucré? L'amertume? Puis on ressent la texture, le corps. Et enfin la finale. Est-ce que le goût reste longtemps en bouche? On peut même s'amuser avec une petite grille comme ça pour noter ce qu'on ressent. Mais le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est un jugement personnel. L'objectif, c'est juste de prendre conscience de ce qui se passe. Et voilà le secret, le truc qui change tout. L'effet waouh, la claque sensorielle, ça ne vient que de la comparaison. Il faut préparer deux cafés différents, côte à côte, et passer de l'un à l'autre. C'est là que leur personnalité explose et que les différences deviennent évidentes, presque magiques. Pour ne pas tout gâcher, il y a quelques règles d'or. La première, pas de sucre, bien sûr, ça tue les arômes. La deuxième, laissez le café tiédir un peu, car quand c'est trop chaud, on ne sent rien. Et la troisième, la plus importante, toujours comparer au moins 2 cafés et s'assurer qu'ils ont été torréfiés récemment. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, mettons les choses en perspective et voyons comment ce monde se compare au café de tous les jours. En fait, la différence est totale. D'un côté, on a le café carburant, amer, très torréfié, qu'on boit vite pour se réveiller. De l'autre, le café expérience, fruité, floral, qu'on prend le temps de savourer par pure curiosité. On ne cherche plus du tout la même chose. Et évidemment, cette différence de prix illustre parfaitement ces deux mondes. Un café de spécialité peut coûter 10, 20, voire 30 fois plus cher. C'est un changement d'échelle complet.
Cette phrase, elle résume absolument tout. Le changement n'est pas que dans le produit, il est dans l'approche. On ralentit, on observe, on analyse. C'est complètement différent. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Le café n'est pas forcément amer. C'est une idée reçue. Un bon café peut être fruité, floral, sucré, complexe. L'amertume n'est pas une obligation. C'est juste une option parmi d'autres. Et ça, c'est la vraie révolution. Au final, tout l'intérêt de s'initier à ça, c'est de transformer un geste mécanique du quotidien en un vrai moment de découverte, un petit plaisir sensoriel rien que pour soi. Et ça nous laisse avec une question plus large, finalement. Au-delà du café, quelles autres habitudes de notre quotidien pourraient, elles aussi, devenir de véritables expériences, juste en y prêtant une attention un peu différente? La réponse est sans doute tout autour de nous.